Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des affrontements entre gangs rivaux pour le contrôle du marché de la Croix-des-Beaux-Salles auraient fait plusieurs morts au boulevard de la Saline. Le juge d'instruction Jean Wilner Morin vient d'inculper l'ex-ministre de l'Intérieur Réginald Delva de complicité de crimes transnationaux, de trafic illicite d'armes à feu et de munitions et d'association de malfaiteurs dans le cadre du dossier de la cargaison d'armes saisie à Saint-Marc en 2016. Le chef du parquet de Port-au-Prince ordonne le déblocage des comptes bancaires d'une trentaine d'entreprises et de leurs propriétaires qui font l'objet d'enquêtes judiciaires dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé et du dossier de surfacturation des kits scolaires. Une vive tension règne depuis mardi au boulevard de la Saline au centre-ville de Port-au-Prince. Des tirs à l'arme automatique sont entendus un peu partout dans cette zone menant vers le marché de la Croix-des-Beaux-Salles, l'un des plus grands centres commerciaux du pays. Selon les informations disponibles, plusieurs morts auraient été enregistrés. Des vidéos et des photos de cadavres circulent sur les réseaux sociaux. La zone de la Saline est pratiquement vide. La police n'a pas encore réagi. L'ex-ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, est inculpé pour complicité dans le trafic d'armes à feu par le juge instructeur Dionel Luméran. C'est le juge Jean Wilner Morin de la juridiction de Port-au-Prince, agissant par commission rogatoire, qui a signifié hier à l'ex-ministre son statut d'inculpé dans le cadre de l'enquête sur la saisie d'une cargaison d'armes à feu à Saint-Marc en septembre 2016. M. Delva est accusé de complicité de crimes transnationaux, de trafic illicite d'armes à feu et de munitions et d'association de malfaiteurs. M. Delva, également ancien officier des Forces armées d'Haïti, s'est dit surpris de son inculpation. Il assure qu'il n'avait jamais été auditionné par le juge dans le cadre de cette enquête. Le dossier a pris une grande ampleur au cours de ces dernières semaines suite à l'incarcération de l'ex-chef de la police Godson Aurelius, également accusé de complicité de trafic d'armes. M. Delva devra être auditionné par le juge Monin dans la capitale. D'autre part, M. Vladimir Paraison, ex-directeur départemental de l'Ouest de la police nationale d'Haïti, devra également être auditionné dans les prochains jours par le juge Luméran. Des enquêtes sur ces dossiers sont réalisées conjointement en Haïti et aux États-Unis, où les fournisseurs de ces armes, les frères Jimmy et Junior Joseph, ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir acheminé illégalement des armes en Haïti depuis le port de Palm Beach. L'ancien ministre de l'Intérieur se dit surpris et choqué de la décision du juge d'instruction en charge du dossier de cargaison d'armes à feu saisi à Saint-Marc de l'inculper alors qu'il n'a jamais été auditionné dans cette affaire. Réginald Delva affirme avoir délivré une autorisation de fonctionner à une compagnie de sécurité en 2015 alors qu'il était en poste. Cependant, au moment de la saisie des armes en 2016, il n'était plus titulaire du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, précise-t-il. L'expert en sécurité dit vouloir se mettre à la disposition de la justice afin de contribuer à l'aboutissement de cette enquête et que la lumière soit faite sur ce dossier. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Ocnam Daméus, a ordonné le déblocage des comptes bancaires d'une trentaine d'entreprises et de leurs propriétaires environ 48 heures après avoir demandé aux institutions financières de surseoir à toutes les transactions avec elles. La décision du chef du parquet de Port-au-Prince de demander aux banques commerciales de geler les comptes d'une trentaine d'entreprises avait suscité une vague de réactions. Selon l'avocat Patrick Laurent, théoriquement, le commissaire de gouvernement ne pouvait prendre aucune mesure sans s'adresser au juge d'instruction qui est en charge du dossier.
Le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a indiqué qu'il n'avait pas profané le bicolore haïtien samedi dernier lors d'une manifestation à Vertières. L'ex-sénateur qualifie d'hypocrite les réactions qui ont suivi après qu'il a hissé un drapeau noir et rouge à Vertières le 10 novembre dernier. L'ex-candidat à la présidence, qui rencontrait la presse ce mercredi, promet de récidiver dans les prochains jours. N'a répété encore. Ça fait dans nous, on a fait encore. Elle peut le faire dans tout le pays. Et nous disons oui. Il y a un document d'arrestation. Eh bien, le système n'a crasé. Bon, content. Pour moi, prisonnier. Dans le pénitencier national, à monter drapeau noir et rouge. Je suis content, lycéen, dans toute la rue avec drapeau noir et rouge. Et puis, on soi-disant monde qui est le tête avocat, qui est le tête historien, homme de loi. Et puis, c'est yo qui a sorti pour entrer peuple là. On seul monde qui réagit d'accord avec elle. Boulos réagit content, c'est normal. Mais tout l'autre monde, ne sont pas qu'être flattés. C'est parce que yo coqué au maître d'âme hypocrite. Et ça comment l'arrestation? Pour qu'ils soient estimés normal l'action Boulos là. C'est normal parce que effectivement, les mettre drapeau, nous monter dans nos pays, les attaquer le système non. Ensuite, les attaquer l'État corrompu ça. C'est fini avec drapeau assassin pétion assassin boyer. Pour nous finir avec un drapeau qui est le drapeau des Salines. C'est le drapeau ça qui symbolise nous. Nous c'est nous-mêmes. Son drapeau liberté ou la mort. Mais le drapeau bleu rouge là nous pas gagner pour nous faire. Et les gens qui mandent l'arrestation au Timoy. Les gens qui mandent l'arrestation sont pas qu'être monde qui a concerné le système non, sont pas qu'être coquin mesdames. Ils ont critiqué le système non, qu'on nous attaque en profondeur aux pieds. Nous pas pour qui paye. Yo même, yo pas pile non, 4 ou bien 5. Parce que c'est temps de réaction tout le peuple là. Bon si peuple là qui concerné, jodi on réagit. Il réagit en fonction de l'intérêt, il demande pour drapeau noir et rouge dans tout le pays. En tout cas, d'après ce que nous venons faire dans le nord du pays, si les gens de Pétionville, les bourgeois anti-peuple, ne se soulèvent pas, alors ils ne seront pas des hommes. La Confédération nationale des vaudouisants haïtiens annonce qu'elle supporte toute mobilisation visant à réclamer des explications sur l'utilisation des fonds pétro-caribés. Toutefois, le secteur vaudou lance un appel à la non-violence, car les Loa sont partisans de la paix, ont-ils fait savoir. Vaudou a demandé l'union dans mitan nous pour nous faire force pour nous prendre chemin progrès et développement. Parce que moun qui prend balle dans la rue, moun qui baille balle dans la rue, c'est petit même maman, même papa. Nous pas qu'à incendier propre pays nous. Plusieurs raisons qui fait vaudou à dire nous ça parce que gagner qui vendent tout ça au gagner pensant que yo pas joindre la vie meilleure dans pays moun. Yo aller Chili, les arrivé Chili volontairement, yo monté avion retourner la caillou et yo témoigner pays c'est paradis. Nous pas prendre paradis nous pour nous mettre du feu là-dedans pour nous détruire. Si nous cherchons quoi pétro-caribé, vaudouan dit nous l'argent nous besoin pour nous bâtir pays. Mais si nous détruisons le pays à du feu, même si nous vivons une comme là le papier nous rien, ça nous gagne déjà nous détruit, nous pouvons construire tout ça nous était nous besoin comme pétro-caribé pour nous fin construire. Dans ce sens ça, vaudouan des peuples haïtiens ont l'autre vertier. Ils ont vertier tête ensemble. Ils ont vertier coude à coude. Ils ont vertier la paix. Ils ont vertier chita parler pour nous connaître qui côté d'après pays nous. Parce que Haïti, c'est pour tout Haïtien. Vive la paix dans mi-temps, tout peuple haïtien. C'est cri secteur vaudois. Vive l'union, vive tête ensemble pour l'autre Haïti demain. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. La dépréciation de la gourde par rapport au dollar se poursuit et rien ne semble indiquer qu'elle va s'arrêter. Pour faire le point sur cette situation alarmante pour l'économie haïtienne, nous avons avec nous ce soir M. Edzer Émile, économiste. Bonsoir, M. Émile.
Bonsoir à vous également, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole. Voilà, donc, et monsieur Émile, la gourde continue de se déprécier. On peut même dire que ça se fait au jour le jour maintenant, même pas de semaine en semaine. Quelles sont les conséquences directes que cette dépréciation a sur l'ensemble du pays? Bon, d'abord, c'est au niveau du pouvoir d'achat des consommateurs, des différents agents économiques, les familles, par exemple, déjà, qui n'ont pas nécessairement des revenus substantiels, des gens qui déjà ont des difficultés de vivre ou de réussir quand même le minimum le minimum de conditions d'existence. Mais quand vous avez une goutte qui perd de sa valeur, à ce moment-là, on perd un peu de son épargne, on perd un peu de son revenu en termes de valeur réelle par rapport à ce que ça peut acheter en termes de biens et de services. Donc, imaginez un instant ce qu'on a l'habitude de payer pour son loyer en dollars américains, qu'est-ce que ça devient quand on a une goutte qui perd, je ne sais pas moi, 15% de sa valeur sur une année, beaucoup plus que ça. Donc, quand vous accumulez ça sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, donc on a l'impression qu'on est devenu beaucoup plus pauvre et en général, on n'a pas nécessairement des ajustements de revenus qui correspondent nécessairement au niveau de dépréciation de la goutte. Donc, je crois qu'on assiste à une forme de paupérisation des gens, des familles qui déjà ont toujours une vie assez difficile. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, au-delà de ça, ça crée un peu d'instabilité également au niveau macroéconomique quand on sait que et avec la goutte qui perd sa valeur, donc ça affecte un peu l'image au niveau du climat des affaires, les gens sont incertains, on s'attend au pire, donc ça crée un peu des anticipations négatives au niveau global. Et à ce moment-là, les entreprises sont très hésitantes, les investissements étrangers qui pourraient ou qui devraient venir en général vont être plus hésitants. Donc ça crée une situation de déconfort et bref, probablement les gens qui vont exporter sont dans une situation beaucoup plus intéressante, mais la grande majorité des gens qui consomment sur place et les gens qui importent, donc ça, ils vont ressentir ce que ça représente de constater une dépréciation continue tous les jours de la monnaie et on ne sait pas où est-ce que ça va arriver. Et encore une fois, les réserves de la BRH ne peuvent pas être utilisées constamment pour des injections. On doit tout naturellement garder un minimum au niveau des réserves. Donc de ce fait, on n'a pas une magie, on n'a pas un bouton qu'on peut presser pour changer, pour inverser cette tendance. Donc c'est quand même très difficile et voilà la situation. Oui, bon, là nous en sommes déjà, on a un peu anticipé sur les mesures, mais revenons un petit peu aux causes. Il est certain que cela aggrave la situation parce que tout simplement nous importons la très grande majorité de ce que nous consommons. Si nous étions un grand pays exportateur, ce serait presque à notre avantage. Absolument, absolument, parce que la question de goutte et de dollars, c'est d'abord la disponibilité. Donc, on n'a pas suffisamment de dollars dans l'économie. Et pourquoi on n'a pas? Parce qu'on n'exporte pas suffisamment. On n'a pas suffisamment d'investissements étrangers. On n'a pas suffisamment de touristes qui viennent. Et les dons et les prêts qu'on avait l'habitude de donner à Haïti sont pratiquement, je dirais, très marginaux aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant. Donc, il n'y a que les transferts de la diaspora qui continuent encore à avoir un niveau substantiel. Donc, ce n'est pas suffisant pour combler la demande du dollar qu'on a sur le marché pour importer des biens, pour faire des voyages à l'étranger, tout et tout. Donc, il y a une pression continue sur ce bien qu'on appelle dollar, qui est plus rare que jamais, moins accessible que jamais. Donc, à ce moment-là, et en plus de cela, on a une situation au niveau sociopolitique qui n'est pas la meilleure. Et en plus, le déficit budgétaire de l'année dernière, quand même, a alimenté cette situation, vu que le déficit a été financé par la BRH à travers le financement monétaire. Donc c'est un ensemble de problèmes conjoncturels maintenant qui est associé à des défis structurels en termes de faible capacité de production de l'économie, maintenant qui vous donne cela. Donc la question de la goutte n'est pas en soi un phénomène, mais une conséquence d'un ensemble de déséquilibres quand même qui ne datent pas d'aujourd'hui.
Oui, justement, c'est ce que j'allais vous dire, Monsieur Émile. Cette situation ne date pas d'hier. Or, je me rappelle, il y a encore quelques années, on avait une gourde aux environs de 47-48 gourdes, un dollar qui était aux environs de 47-48 gourdes pour un dollar et qui avait duré des temps et des temps. Qu'est-ce qui a changé et qui a précipité cette chute continue et assez forte de la gourde? Quel est le facteur déclenchant de cette crise que nous vivons aujourd'hui? Il y a un élément en plus que je n'avais pas encore évoqué, c'est l'importation du carburant. Ah. Le carburant, c'est pratiquement le principal produit d'importation d'Haïti. Maintenant, quand vous avez le carburant qui a quand même eu une hausse assez substantielle au cours des mois écoulés, donc ça fait qu'il y a une pression, il faut nécessairement beaucoup plus de gouttes pour acheter la même quantité de barils qu'on avait l'habitude d'acheter. Écoute, à ce moment-là, on a des difficultés terribles. Bon, là, ça fait peut-être une semaine que je vois que le prix baisse un petit peu. On est à peu près 56-57 $ américains le baril. Contrairement, on avait 75, presque 80, un mois, 2 mois de cela. Donc, le pétrole, quand même, c'est l'un des principaux produits, justement, d'importation qui nécessite qu'on ait quand même des dollars, parce qu'on ne peut pas les acheter, on l'a acheté en gourde. Donc, ça fait une pression. En plus de cela, écoute, les importations ne s'arrêtent pas. On importe toujours des biens. Mais aussi le fait qu'à un certain moment, la mesure sur la dédollarisation a été prise en début d'année, ça a créé encore quelques pressions, ça a créé quelques anticipations, mais aussi ça a poussé les gens à garder un peu plus leur dollar pour ne pas les liquider, vu qu'on pensait qu'on allait avoir des difficultés de facturer en dollars ou encore d'avoir des revenus en dollars. Donc c'est quand même des éléments, et je dirais, en plus de cela, je dois dire que si 7 juillet a quand même affecté l'entrée des touristes en Haïti pendant l'été, qu'on a l'habitude d'avoir, notamment des touristes diaspora, des familles, des proches, c'est quand même un ensemble d'éléments qui, je dirais, explique le niveau de rareté de devises aujourd'hui, qui est quand même assez croissante, et on ne sait pas où est-ce que ça va arriver à ce moment. Yeah. Mais bon, cette tentative de dédollarisation a été rapportée, on n'en parle plus aujourd'hui. Maintenant, allons voir du côté des mesures. Quelles mesures faudrait-il prendre pour enrayer cette chute qui, comme vous venez de l'expliquer, est dommageable pour tout le pays? Bon, maintenant, si on prend les causes de manière séparée, disons par exemple, le déficit budgétaire de l'année dernière a alimenté un peu les déséquilibres au niveau du marché des changes. Donc maintenant, si cette année, on met beaucoup plus d'ordre au niveau des finances publiques, avec les écarts entre dépenses et recettes, c'est sûr que ça va aider un peu. Si on est beaucoup plus calme. C'est-à-dire, grosso modo, si on augmente les dépenses et si on baisse si on augmente les recettes, pardon, absolument, et si on baisse les dépenses. Donc ça va aider un peu à réduire les pressions qu'on fait sur la BRH qui finance le déficit de l'année dernière à presque 30 milliards de gouttes. C'est quand même considérable, c'est un record de tous les temps en Haïti. Maintenant, à part ça, au niveau conjoncturel, la BRH a quand même utilisé tous ces outils, tous ces instruments, que ce soit les injections de dollars dans l'économie, sur le marché des changes, que ce soit l'ajustement des taux de réserve obligatoires, l'utilisation des bons BRH, des obligations BRH, pardon. Et il y a quand même un ensemble de choses que la BRH a l'habitude de faire et fait encore, mais quand même qui ne vont pas avoir des impacts sur le long terme, parce que le problème de la gourde n'est pas un problème superficiel, mais un problème de l'économie réelle. Donc cela veut dire qu'il faut s'attaquer au niveau de la production, il faut s'attaquer au niveau des investissements, et c'est exactement comme ça on pourrait respirer beaucoup plus longtemps, parce que la BRH fait tout ce qu'elle peut en réalité, mais c'est quand même une intervention en aval. Il faut voir en amont, au niveau de la gestion des finances, au niveau de l'orientation de l'économie, pour avoir une économie qui marche à nouveau, qui peut attirer des investissements, qui peut exporter,
qui peut un peu réduire les déséquilibres. Sinon, on sera toujours dans l'obligation de courir après le dollar, d'injecter les dollars pour calmer le jeu, mais sans vraiment avoir de l'impact sur le long terme. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer ce que vous venez de nous dire, la BRH fait ce qu'elle peut. Le gouvernement devrait s'atteler à augmenter, à faire baisser le chômage, à donner du travail, à relancer l'économie. Finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de voir cette dépréciation s'arrêter dans les jours ou les semaines qui viennent. Au contraire, elle risque de s'aggraver encore. Bon, ça dépend, parce que si on sent un peu plus de calme, si on sent beaucoup moins d'incertitude peut-être dans les mois à venir, je suppose, à ce moment-là, on va avoir moins d'anticipation négative, moins de spéculation au niveau des banques également, qui participent aussi à cette montée, parce que écoute, tout le monde spécule, et c'est un marché c'est un marché libre en réalité. Donc chaque fois on pense que ça va augmenter, à ce moment-là, on demande plus de gouttes pour chaque dollar. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc personne n'est calme, il n'y a pas de certitude du tout dans le marché, et peut-être on sera dans une situation beaucoup plus calme, on espère bien, on ne veut pas être des prophètes de malheur, mais ce n'est pas par une magie ou un bouton qu'on va presser pour que tout range, tout marche, tout s'arrange, tout marche. Et il faut peut-être prendre son temps pour vraiment attaquer les vrais problèmes, pour qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de refaire ces mêmes, de parler de la même chose ou encore d'évoquer les mêmes problèmes tous les jours. C'est ça, on n'est pas dans Harry Potter et il n'y a pas de baguette magique. Exact. Eh bien, écoutez, Monsieur Edzer-Émile, merci infiniment de cet éclairage. Ce n'est pas très, très optimiste, mais c'est la réalité. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Un plaisir, merci. Bonne soirée à vous également. Au revoir. Voilà, c'était Monsieur Edzer-Émile qui nous donnait son sentiment sur la situation monétaire d'Haïti et la dépréciation constatée de la gourde par rapport au dollar. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.